Attention, cette vidéo spoil la saison 1 de Arcane. Arcane est une série d'animation franco-américaine produite par Riot Games et réalisée par Fortiche Productions, et oui, c'est une adaptation de League of Legends. Je n'aime pas League of Legends, j'ai essayé de jouer à ce jeu, des amis ont essayé de me faire jouer à ce jeu, et que ce soit à cause du jeu en lui-même ou du comportement des joueurs, disons que c'est l'équivalent vidéoludique de mâcher du verre pilé dans la ligne 13 du métro parisien. Ce qui ne me parle pas du tout. Rien à voir, mais parmi les groupes dont la musique me sort par les oreilles, aux côtés de U2 et Coldplay, il y a Imagine Dragons. Alors quand on annonce une série d'animation basée sur un jeu que je n'aime pas du tout, avec en générique un groupe que je n'aime pas du tout, franchement, je suis pas chaud. Mais la série sort et les hyperboles sont partout dans mon entourage. Meilleure série du monde, animation magnifique. Au bout d'une semaine, on dit déjà que c'est un classique. Et là, c'est pas à mon habitude, mais j'ai un peu envie d'être le méchant de l'affaire. J'ai envie de détester Arcane, de dire que c'est surcoté. D'être un petit original qui ne tombe pas dans le piège d'une œuvre franchisée et sans âme, surfant sur le succès d'un jeu sans lequel elle n'aurait jamais pu exister. Alors je lance le premier épisode, et en quelques secondes, je suis époustouflé par les visuels. Ok, c'est pas grave, c'est beau, bon, ils ont pris un bon studio d'animation, soit. Regardons et on va bien trouver des défauts. Mais c'est pas juste beau, c'est très bien écrit, la mise en scène est au poil, le sens du détail est dans chaque plan, les performances des acteurs et des actrices sont d'une justesse rare, les personnages sont attachants, à la fois simples à comprendre et profondément modelés par le contexte dans lequel ils évoluent. Au troisième épisode, je suis pris dans l'histoire. C'est une bonne série. Puis, je me prends une claque. On y reviendra, mais cette série ose des choses narrativement que très peu d'œuvres grand public, surtout occidentales, tenteraient. Et c'est fini pour moi. Je ne peux pas être le hater que je voulais être. La perfection n'existe pas, par définition, mais ce que j'ai sous les yeux, c'est ce qui s'en approche le plus. C'est devenu mon étalon or pour la construction narrative dans les genres de l'imaginaire. Et aujourd'hui, je profite de la saison 2 pour revenir sur cette œuvre incroyable qu'est Arcane. Je ne parlerai pas de la saison 2 ici, rassurez-vous. Ce que je veux, c'est décortiquer la saison 1 pour essayer de mettre des mots sur pourquoi je l'ai autant adoré, mais aussi pourquoi je pense que c'est l'un des meilleurs exemples dont on peut s'inspirer pour écrire une histoire fantastique, dans les deux sens du terme. On va donc revenir sur cette histoire, épisode par épisode, et essayer de comprendre comment elle construit un récit captivant, touchant et riche. Et oui, j'ai fait mes recherches, je sais que Arcane a plus ou moins ignoré le lore préétabli de LoL. Je peux comprendre que ce soit désagréable pour les fans. Mais de 1, comme je le dis souvent, le lore, on s'en tape, il passe après le principe fondamental qui est de raconter une bonne histoire. Et de 2, même si c'était un super lore qui racontait une super histoire, si le brûlé a permis de créer Arcane, je pense qu'on sera nombreux à considérer que c'était un sacrifice plus que nécessaire. Commençons donc par le commencement avec l'épisode 1, Welcome to the Playground. L'épisode s'ouvre sur un prologue, on découvre un pont en flammes, les forces de l'ordre avec leurs masques déshumanisants massacrent des révoltés. En quelques plans, on a établi le contexte large de l'histoire, voire même l'une de ses thématiques principales. Deux mondes en conflit dans un rapport de force inégal qui ne parviennent pas à s'entendre jusqu'à plonger dans la violence. Dans les cendres et la fumée, on voit apparaître deux orphelines qui seront les protagonistes principales de cette saison, Vi et Powder. Deux fillettes innocentes prises dans ce conflit qui les dépasse et va les modeler, qu'elles le veuillent ou non. Elles tombent sur un homme à forte carrure, Vander, qui est en train d'achever un des policiers avec ses gants mécaniques. Il arrête de se battre quand il les voit et d'un regard, il leur indique le corps d'une femme aux cheveux violets et on comprend qu'il s'agit de leur mère. C'est une scène entièrement muette et terriblement efficace qui nous plonge dans le contexte conflictuel entre Piltover et Zone à travers le regard de nos personnages avant même le générique. C'est après celui-ci que commence véritablement le premier acte du récit qui couvrira les 3 premiers épisodes. On retrouve nos deux orphelines un peu plus grandes en train de sauter sur les toits de la ville haute avec deux autres camarades, Milo et Clagger. Encore une fois, le mot d'ordre avec Arcane, c'est l'efficacité. Cette scène va mener à l'élément perturbateur du récit et en profite pour nous présenter les traits de personnalité fondamentaux des deux sœurs. Vi est confiante, imprudente et n'a pas peur de l'autorité de Piltover, ayant décidé d'y faire un cambriolage. On voit également qu'elle agit de façon impulsive, défonçant la porte avant que Milo n'ait pu la crocheter. Powder est maladroite et n'a pas confiance en elle, en miroir de sa grande sœur. Toutefois, elle montre un grand intérêt et une connaissance pour les gadgets, une fois à l'intérieur du laboratoire. La scène établit également les dynamiques entre les personnages, avec Milo qui n'a pas confiance en Powder pour arriver à les suivre, et Vi qui croit en elle, quitte à la mettre en danger. On établit aussi très rapidement le contexte social, les orphelins commentant sur
l'opulence du quartier et de l'appartement, et Powder se jetant sur un sandwich dès qu'elle le voit. On comprend que ses enfants ne mangent pas tous les jours à leur faim. Powder trouve alors le MacGuffin du récit, ce petit cristal bleu qui semble chargé de pouvoirs magiques, d'arcanes. Mais le propriétaire arrive à la porte, les enfants s'enfuient et Powder fait malencontreusement tomber un des cristaux, ce qui va générer une réaction en chaîne, non seulement en faisant exploser l'appartement, mais aussi en initiant tous les événements qui suivront dans ce premier acte. Les actions de Powder menant à une explosion qui change le cours du récit, ce sera un élément récurrent cette saison. Rien à voir avec l'écriture, mais la scène de poursuite qui suit l'explosion est une merveille de storyboarding, c'est-à-dire la façon dont les plans sont découpés pour guider le regard du spectateur et permettre de suivre l'action clairement. Genre ce plan, où la sorte de grenade lasso manque d'attraper le pied de Powder et la caméra fait un pan vers le haut pour montrer le policier qui l'a lancé. Cette idée de d'abord montrer le danger immédiat puis d'expliquer d'où il vient après qu'il ait été évité, c'est génial en termes de rythme. Bref, nos orphelins s'échappent et rejoignent les bidonvilles de zone, ce qui nous redonne une dose de contexte social. On apprend d'où viennent nos protagonistes en comparaison avec le quartier opulent où l'histoire a commencé. Ici, la misère règne, les gens se droguent et c'est chacun pour sa peau. Ce dernier point est illustré par le personnage de Descartes qui essaye de récupérer leur butin. Dans ce monde, il faut se battre pour obtenir quelque chose et pour le garder. Et c'est pas un combat propre. La violence est un outil très important en narration. Souvent, on l'édulcore pour obtenir de l'action gratuite et c'est un petit peu du gâchis. Parce que ça peut être une source très riche d'informations, de contexte, de caractérisation, de ton. Ici, la bagarre entre les gamins est très crue. Il y a du sang, de la salive, des coups bas. On illustre le fait que le monde dans lequel ils évoluent est violent, sale, sans pitié. Et on voit que si Vi y est plutôt adaptée, ce n'est pas le cas de Powder. Elle s'enfuit avec le butin et est repérée à cause de sa maladresse, défaut fatal du personnage. Elle essaye de s'en sortir avec son ingéniosité, mais sa grenade ne fonctionne pas. À court de solutions, elle balance le sac dans la rivière. Évidemment, ça énerve Milo qui lui reproche, mais Vi prend sa défense car selon elle, la seule chose qui compte, c'est que Powder aille bien. Les orphelins rentrent donc bredouilles chez eux dans la fissure. On remet une couche de contexte social, vente d'armes, prostitution et alcool dans un bar, la dernière goutte. C'est là qu'on retrouve Vander dans une scène qui prend le contre-pied de tout ce qu'on vient de nous montrer. Ce petit binoclard est sur le point de se faire arnaquer par deux brigands, mais non seulement Vander intervient pour l'aider, tout le bar se range de son côté. Contrairement au reste de la ville basse, on retrouve ici de l'honnêteté et de la solidarité, construite autour de la figure de Vander. Ce dernier est la figure parentale des orphelins, mais aussi de Zone. Il est sévère car il évolue dans un monde violent, mais il est juste. C'est un pilier sur lequel on peut se reposer, il apporte de la stabilité et de la sécurité. Et je vais pas vous faire un dessin, mais ce genre de personnage, dans à peu près n'importe quel type d'histoire, ses chances de survie sont maigres. En parlant de tropes classiques, Powder retrouve un cristal dans sa poche et fonce prévenir ses amis, mais les entend discuter d'elle de l'autre côté de la porte. Et évidemment, Vi dit quelque chose qui ressemble à un reproche, Powder s'en va, juste avant que Vi ne finisse sa phrase. J'ai dit qu'aucune œuvre était parfaite, et un cliché c'est un outil comme un autre. Ici, ça sert à nous montrer que Powder souffre d'être perçue comme incapable et maladroite, et qu'elle a aussi un côté impulsif, puisqu'elle part dès qu'elle se sent blessée, plutôt que d'écouter jusqu'au bout. Ce complexe d'infériorité et cette impulsivité seront importants pour la suite. Vander est donc inquiet parce que les gamins ont fait sauter un immeuble de Piltover, ce qui menace la paix entre la haute et la basse ville. Il va suivre la piste qui a mené au cambriolage en allant dans la boutique de Benzo, où travaille le jeune Echo qui avait pisté le scientifique. Vander se demande comment Descartes a su où attendre les orphelins, mais la police arrive, et on revient sur un cliché qui fait gagner du temps, le jeune subordonné nerveux Marcus et la vieille supérieure calme et raisonnable Grayson. Bien qu'elle propose un règlement à l'amiable, Vander ne peut pas se résoudre à balancer ses gamins. Ce sera également un ressort narratif et thématique très important dans la saison, un personnage qui se met en danger pour protéger quelqu'un qu'il aime. Grayson lui donne finalement un cylindre pour la contacter si jamais les choses s'enveniment trop. Vi retrouve Powder en train de bricoler une grenade. Cette dernière culpabilise d'avoir perdu le butin et d'être incapable de faire fonctionner ses gadgets. Vi la rassure, lui disant qu'elle finira par y arriver et que elle et les autres aussi ont eu des échecs quand ils étaient plus jeunes. Puis elle affirme une phrase qui montre le sentiment de révolte qui l'anime et qui va guider ses choix durant ce premier acte. Un jour, cette ville nous respectera. C'est une histoire d'oppression et de révolte et nos personnages sont du côté des opprimés et donc des révoltés. L'épisode se termine avec un autre petit cliché, le fameux « Pendant ce temps, dans le repère des méchants », on retrouve Descartes et on a la réponse à comment il a su où attendre les orphelins. C'était une mission confiée par Silco. On établit qu'il a de l'animosité envers Vander, qu'il a un plan impliquant une mystérieuse substance violette, et on voit qu'il peut faire preuve de cruauté pour arriver à ses fins via ses expérimentations sur des animaux. Encore une fois, l'efficacité. Tous les personnages qu'on nous a présentés jusqu'ici rentrent dans des archétypes très basiques.
Les orphelins avec la grande sœur bagarreuse et la petite sœur bricoleuse, le père de substitution, les good cop bad cop, le méchant qui complote dans l'ombre. Ces archétypes permettent de gagner du temps. On a directement une idée des personnages et ensuite ils pourront évoluer, être creusés. Mais surtout on peut se concentrer sur raconter l'histoire et découvrir l'univers via ces personnages. Le contraste entre la haute ville et la basse ville, c'est aussi un raccourci efficace, qui permettra ensuite de construire une histoire et un contexte social. Il y a des riches, il y a des pauvres, ils sont séparés par un pont, il n'y a pas besoin de plus. On découvrira plus tard qui gouverne, ce qui s'est passé, pourquoi la ville est séparée en deux. Mais même ça, c'est pas très important et on passera vite dessus. Tout ce qui compte, c'est le cadre dans lequel évoluent nos personnages. C'est ce qui va informer leurs émotions et donc leurs choix. Et c'est ça qui va guider le récit. Mais évidemment, il n'y a pas de bonne dichotomie sans le dit. Ça veut dire deux. Maintenant qu'on a rencontré les personnages de la ville basse, il est temps de faire connaissance avec ceux de la ville haute. Mais avant de passer à la suite, un petit message de notre sponsor. C'est une toute petite marque dont vous n'avez sans doute jamais entendu parler. Cette vidéo YouTube vous est présentée par YouTube. Oui, c'est clairement la collab ultime, on va pas prétendre le contraire. En principe, vous connaissez ce site, donc je vais vous éviter le topo et vous parler directement de ce que YouTube a fait pour moi. Si vous n'êtes pas au courant, ça fait 3 ans que je fais des vidéos sur YouTube à temps plein. Ils m'ont donc demandé de parler de comment c'est devenu mon métier. Remontons donc en 2020, quand le monde... Enfin, vous vous souvenez. Je vivais à Paris, j'avais un appart, un travail en CDD, et puis plus rien. Je suis revenu vivre chez mes parents et j'ai décidé de me consacrer à cette petite chaîne YouTube qui commençait à avoir pas mal d'abonnés. J'ai transformé le grenier en studio et j'ai consacré toute mon énergie dans la chaîne. Avec les revenus AdSense et aussi les souscriptions aux chaînes, j'ai commencé à gagner ma vie en faisant des vidéos, comme celle que vous regardez là. Vous détendez, moi je suis en train de taffer. Et vous l'aurez remarqué, cette vidéo est un tout petit peu longue. Ça c'est grâce d'une part à ce partenariat, mais aussi aux Forgemaux qui soutiennent la chaîne tous les mois via les souscriptions aux chaînes. Avec cette source de revenus réguliers qui ne dépend pas de mon rythme de publication, ça me permet de faire des vidéos plus longues, plus recherchées, plus travaillées. Cette fonctionnalité me permet également de faire plaisir directement aux Forgemaux en leur offrant des avant-premières par exemple. Ceux qui ont le plus envie de soutenir la chaîne peuvent voir mes vidéos en avance. Et ils ont un petit badge à côté de leur pseudo pour qu'on puisse les reconnaître. Donc merci les Forgemaux et merci YouTube. Alors si vous avez un projet de chaîne, que vous hésitez à vous lancer, que vous vous dites « Pourquoi pas moi ?», il n'y a pas de meilleur moment que maintenant pour se lancer sur YouTube. Quant à nous, on va passer à l'épisode 2. Titré « Certains mystères ne devraient jamais être résolus », il va nous présenter un autre protagoniste crucial au récit, qui a déjà joué un rôle important hors champ dans le premier épisode, et qui est également un archétype, Jace le scientifique. On reprend le récit immédiatement au moment de l'élément perturbateur, mais de l'autre côté de la porte. C'est là qu'on voit donc Jace, mais également Caitlyn. Comme l'épisode précédent a déjà posé le contexte, on sait immédiatement que ces deux personnages vivent dans la ville haute, et sont donc privilégiés par rapport aux autres protagonistes. Le sandwich sur lequel Powder s'est jeté, c'est celui que Jace avait laissé traîner sur son bureau. Bref, le cristal explose et Jace tombe dans les vapes, ce qui provoque un flashback. Enfant, Jace était perdu dans une tempête de neige avec sa mère quand un mystérieux mage les a sauvés à l'aide du fameux cristal. On a ainsi les motivations du personnage, comprendre et maîtriser ce pouvoir afin d'aider les autres comme on l'a aidé lui. Après l'explosion, on retrouve Grayson, la bonne flic, qui fait le constat avec Jace. On rencontre un nouveau personnage, Victor, qui est là au nom du doyen de l'académie, ce qui nous apprend que Jace menait ses expériences illégalement. C'est le défaut fatal du personnage, il brise les règles si elles sont un obstacle à ses recherches et ses objectifs. On va ensuite rencontrer le fameux doyen, Heimerdinger, qui est le mentor de Jace. Il lui rappelle que l'arcane est dangereuse, lui conseille d'arrêter ses recherches et de ne pas en parler au conseil. C'est également une figure d'autorité responsable, il est sage, prudent et c'est un fervent défenseur du statu quo, pour le meilleur comme pour le pire. Nous retournons finalement de l'autre côté du pont, où nos orphelins sont forcés de se cacher dans une salle d'arcade abandonnée dont Powder a réparé les jeux, illustrant qu'elle est quand même douée pour bricoler, mais également pour viser au pistolet. Tandis que la police interroge de façon musclée les passants, il balance un zonien peu coopératif à travers la vitre, puis demande à fouiller les enfants. Powder ayant les cristaux sur elle, ils doivent s'enfuir et réussissent à s'échapper grâce à Echo. Retour à Piltover pour rencontrer le personnage de Mel Medarda. En quelques répliques, on apprend qu'elle est la personne la plus riche de Piltover, mais qu'elle a un statut de paria au sein de sa propre famille. Elle est ambitieuse et cherche à agrandir son influence, et surtout, elle s'intéresse à Jace et son expérience. On apprend également qu'au sein de l'aristocratie, Jace a un statut plutôt bas, venant d'une famille d'industriels. Il a besoin du soutien de mécènes que l'on rencontre puisque ce sont les Kiraman, les parents de Caitlyn. Dans le bar de Vander, la colère populaire gronde. En effet, les fouilles violentes de la police suite à l'explosion ont du mal à passer, mais Vander refuse de retourner sur la voie de la révolte, ayant déjà trop perdu. On a vu dans le prologue que la révolte précédente avait eu un coût humain très élevé, mais on sait aussi qu'elle a échoué et que les Zoniens n'ont pas obtenu ce pourquoi ils se battaient. Une scission s'opère alors, menée par Sevika, qui abandonne ainsi Vander au profit de la lutte pour l'indépendance. Les orphelins aussi ont des désirs de révolte, ils apprennent alors via Echo que Vander ne peut pas se battre contre Piltover car il a passé un accord avec la police. On a alors ce qui s'appelle
appelle un answer cut. C'est quand une scène où un personnage soulève une question, directement ou indirectement, et que l'on coupe directement sur la réponse. Ici, la question est pourquoi Vander a fait un deal avec la police? La réponse, c'est parce que Grayson. Il a trouvé quelqu'un en face qui aspire à la paix et qui se montre raisonnable. Vander et Grayson forment un pont symbolique entre Piltover et Zone. Oh là là, je me demande bien ce qui va arriver à ces deux personnages. Petite parenthèse, c'est pas parce qu'un élément de l'intrigue est prévisible qu'il est mauvais, tout comme ce n'est pas parce qu'il est imprévisible qu'il est bon. C'est tout le principe de l'ironie dramatique, sauf qu'ici c'est une méta-ironie basée sur le fait qu'on a l'habitude de ces schémas narratifs. C'est un fait assez commun en narration que l'existence de figures d'autorité raisonnables est un frein au conflit. Et donc pour que le conflit puisse éclater, il faut perdre les figures d'autorité responsables. Perso, je trouve que le savoir, ça me crée des attentes dans le récit. Je sens qu'ils vont pas tenir longtemps et donc j'anticipe la montée en tension dramatique. Et j'aime bien. Bref, Grayson escorte Jace devant le conseil, ce qui nous fait découvrir l'autorité politique au sommet de ce contexte qu'on voit se développer. Mel offre un jouet pour enfants à un des conseillers qui est ravi, tandis qu'un autre essaye une manipulation similaire sans grand succès. On comprend alors rapidement que cette autorité politique est rongée par la stupidité, l'incompétence et la manipulation. D'ailleurs, Mel va manipuler Jace pour le pousser à bout au sujet de ses recherches. Au grand dam d'Heimerdinger, il va donc avouer le but de ses expériences. Et ce conseiller est un personnage rescapé de la prélogie Star Wars. Jace fait un discours de protagoniste de Heimerdinger l'interrompt avec du lore. En 2-3 dialogues d'exposition, on établit que la magie est dangereuse, qu'elle mène à des aspirations belliqueuses et qu'Heimerdinger a fondé Piltover pour créer un havre de paix loin des mages. Jace est alors menacé de bannissement, mais sa maman intervient et plaide la folie pour qu'il soit simplement assigné à résidence. Il est donc banni de l'académie, mais pas de la ville. De son côté, notre jeune flic impétueux Marcus rencontre Silco, qui est très bien informé sur lui et lui propose son aide pour retrouver les gamins. Jace est triste, il fait un câlin à sa maman, mais on sent à quel point c'est dur pour lui d'abandonner son rêve. Pendant ce temps, Heimerdinger et Victor parlent de lui, ce dernier étant très intéressé par ses recherches. Heimerdinger lui demande de tout détruire, mais Victor les récupère. Tout comme Jace, il n'a pas peur de briser les règles pour la science. La science est également utile à Silco qui, dans son repère, va utiliser la Shimmer sur Deckard. Silco parle des créatures marines en disant qu'à la surface, personne n'a conscience qu'elles existent, un parallèle direct avec sa position. Deckard dit que ce sont des monstres et Silco répond qu'il y a un monstre en chacun de nous, avant de lui présenter le sérum qui va littéralement le transformer en monstre. Deckard refuse, Silco lui répond que le pouvoir ne vient qu'à ceux qui sont prêts à tout pour l'obtenir. Puis Deckard boit la Shimmer et laisse sortir le monstre. Jace essaye de retourner chez les Kiraman, mais la porte est verrouillée et Caitlin lui dit qu'il n'a plus le droit de voir ses parents, ni elle, avant que sa mère ne lui ordonne de rentrer. Jace n'a plus rien. Pendant ce temps, le conseil interroge Grayson et Marcus au sujet du cambriolage. Grayson dit qu'ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient et propose de relâcher la pression sur la base ville. Mais le conseiller Star Wars leur demande de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour retrouver les coupables, ce que Marcus écoute attentivement. Il se rend directement dans le bar de Vander pour retrouver les orphelins, sans doute grâce à des informations données par Silco. S'ensuit une petite scène de tension où les enfants manquent de se faire repérer parce que Powder a du mal à tenir dans leur cachette, puis Marcus s'en va après avoir bien provoqué Vander. Vi s'énerve, elle préférerait se battre plutôt que se cacher, mais Vander lui répond qu'il a déjà entendu cette rhétorique auparavant. Il l'emmène au pont sur lequel tout a commencé, et Vi exprime sa colère et sa frustration. Vander exprime que cette même colère l'a mené à lancer une révolte dans laquelle les parents de Vi et Powder sont morts. Il la prévient. Qui es-tu prêt à perdre? Milo? Clagger? Powder? Le terme narratif que vous cherchez, c'est foreshadowing. Clairement, le récit nous annonce à quoi nous attendre. Vander finit par exprimer clairement l'idée sur laquelle est construite son attitude pacifiste. Personne ne gagne à la guerre. Elle lui demande ce qu'ils vont faire, mais il ne sait pas comment ils vont s'en sortir. Les personnages sont face au désespoir. Et le désespoir, c'est le moteur de beaucoup de choix dans ce récit. Les personnages vont prendre des décisions dangereuses parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Ils ne voient pas d'autre chemin possible. Un autre personnage désespéré d'ailleurs, c'est Jace, qui est sur le point de mettre fin à ses jours quand Victor l'interrompt. Il veut en savoir plus sur ses recherches. On apprend alors que Victor vient de Zone, ce qui va établir notre deuxième duo miroir du récit. Vi et Powder sont des miroirs en termes de tempérament, mais aussi physiquement. Un miroir que l'on retrouve avec Victor et Jace, l'un étant large d'épaule avec une mâchoire carrée et l'autre frêle et maladif. L'un est un petit aristocrate optimiste, l'autre un rescapé de la fissure. Créer des duos de personnages en miroir comme ça, c'est aussi une technique narrative efficace. On a directement un contraste visuel, mais aussi thématique, qui permet d'explorer des questions sous deux angles différents. Et vous verrez, des duos miroirs, il y en a un paquet dans Arcane. Il y a même des duos miroirs, deux duos miroirs. Par exemple, Vander et Silco sont le duo miroir fondateur du récit. Vi et Powder suivront des trajectoires similaires, tout comme Jace et Victor. D'ailleurs, Victor va dans cette scène montrer beaucoup de similarités avec Silco, du fait qu'il vient des bas-fonds, qu'il a gagné sa place lui-même. Il dit d'ailleurs à Jace que quand on veut changer le monde, on ne demande pas la permission.
En parlant de changer le monde, la révolte gronde toujours à Zone. Vi rejoint ses amis, trouve Powder en train de fabriquer des grenades pour la police, quelque chose de violent se prépare. Vi a des mots chaleureux pour Powder, lui rappelant que ses différences la rendent forte. Grayson engueule Marcus pour avoir attisé la colère du peuple quand elle reçoit la capsule qu'elle avait donnée à Vander. Sur un montage musical, on voit Powder triste dans le bar vide, la police qui marche dans Zone, Vander qui essaye de réconforter Powder sans grand succès, quelqu'un qui défonce une porte, et Vi qui attend chez Benzo pour se livrer aux autorités. La porte s'ouvre alors. C'est une technique qui revient souvent dans Arcane, le montage. Dans le sens montage musical, où l'histoire est racontée visuellement, sans dialogue, sur une musique qui guide l'émotion et le rythme. Tous les gens qui ont fait des écoles de ciné sont traumatisés par leurs profs qui leur ont appris qu'il ne faut surtout pas faire de clips, que c'est l'inverse du cinéma. Ce à quoi je répondrais, d'où on invalide toute une forme d'expression. Oui, le montage musical utilise d'autres codes, un autre langage cinématographique. On sort de l'unité de temps et de lieu, on n'est plus dans l'émotion de la scène et dans la performance des acteurs. Mais ça reste un outil narratif et artistique. Intrinsèquement, il n'est ni bon ni mauvais. Arcane en a au moins un par épisode, et je trouve que la série les utilise un petit peu comme dans une comédie musicale. Il y a cette phrase célèbre en comédie musicale: quand les émotions sont trop fortes pour être dites, on les chante, quand elles sont trop fortes pour être chantées, on les danse. Dans Arcane, quand les émotions sont trop fortes pour du dialogue, elles sont montrées par un montage. On s'éloigne de l'unité de lieu et de temps, de l'émotion de la scène, pour créer une fresque plus large, à l'aide de morceaux de scène qui, mis ensemble, forment une nouvelle unité narrative. Parfois c'est au service du récit, ici pour illustrer la révolte qui gronde et le choix de Vi de se rendre pour sauver ses proches, parfois c'est au service de la forme, et je peux entendre que ça plaise moins. Parfois, c'est au service de l'émotion, et c'est l'un des moments les plus cultes de la fiction des années 2020. Bref, si vous voulez faire des montages, peu importe ce que disent vos profs en école de ciné, faites-vous plaisir. Brisez les codes, brûlez vos idoles, tuez vos dieux! Et nous, on va enchaîner avec le dernier épisode du premier acte. Je commence encore avec le titre de l'épisode parce que comme toute série forgée avec amour et le sens du détail, les titres sont très bien choisis. L'épisode 3 s'intitule donc « Cette violence crasse nécessaire au changement ». Et on peut le dire, avec cet épisode, il va y avoir du changement. C'est Silco lui-même qui offre la narration au début de l'épisode, en nous expliquant ce qu'on ressent lorsque l'on se noie, quelque chose qu'il a vécu plus jeune. On comprend que c'est Vander qui a essayé de le tuer et qui a blessé son œil. C'est la première scène qui nous montre qu'il y a quelque chose de plus que le méchant derrière Silco. Une trahison profonde, et le rapport entre Silco, la trahison et la loyauté, ce sera au cœur de son personnage. La porte de chez Benzo s'ouvre donc devant Vi, mais c'est Vander qui est là. Alors qu'elle voulait se rendre pour sauver Zone, il refuse et l'enferme, lui demandant de toujours protéger la famille. C'est alors que Grayson et Marcus arrivent et que Vander se rend à la place de Vi. Cette dernière aperçoit alors par la fenêtre un policier se faire attaquer par quelque chose. Grayson est tué. Au revoir, figure d'autorité respectable. Ce qu'on vient de voir, c'est aussi un trope ultra classique, le hope spot, le point d'espoir. Un moment où le conflit semble être réglé, les choses vont pouvoir s'arranger, les quiproquos sont résolus, et en fait non. Un nouvel élément vient perturber le déroulement des choses et relancer le conflit de plus belle. Évidemment, cet élément, c'est notre antagoniste Silco qui se révèle avec son Descartes chimérisé. Benzo se fait également tuer et Silco donne un sac de pièces à Marcus qui se plaint de ne jamais avoir voulu ça. Silco lui répond que le deal a changé. Descartes assomme Vander et l'emmène. Marcus jette ses pièces au sol. Bon, la référence biblique aux 30 pièces d'argent de Judas, c'est assez typique pour une histoire de trahison et de corruption. Mais c'est la première chose qui nous montre que Marcus a des scrupules au fond. Qu'il n'était pas réellement prêt à tout pour résoudre son enquête. Pendant ce temps, Jace et Victor font de la science. Ce dernier lui apprend que son équipement va être détruit et lui propose d'aller directement dans les bureaux d'Heimerdinger. Jace n'est pas partant à l'idée d'aller contre son mentor, ce qui nous montre une limite qu'il a du mal à dépasser. Mais Victor le convainc. Echo retrouve Vi, il vient de perdre sa figure paternelle avec la mort de Benzo, mais il sait où Silco a emmené Vander. Dans la conserverie, ce dernier se fait traîner par les hommes de Silco. On y forge des armes, on y prépare de la chimère, et Silco nous parle du titre bien choisi de l'épisode. Il prépare une nouvelle révolte et mentionne cette violence crasse nécessaire au changement. On découvre enfin ses motivations, libérer les bas-fonds de l'influence de Piltover pour fonder la nation de Zone, un rêve que Vander partageait autrefois. Celui-ci s'en veut de l'avoir trahi, mais Silco lui répond que sa trahison a fait de lui l'homme qu'il est maintenant. On a notre duo miroir, Vander et le gros costaud qui a choisi la paix, et Silco le petit maigre qui refuse d'abandonner sa révolution. Silco propose à Vander de se battre à ses côtés. Vander refuse, préférant protéger Zone. Silco lui dit alors qu'il va lui montrer ce qu'il est vraiment, référence au fameux monstre qu'il considère exister en chacun de nous. À Piltover, Jace et Victor s'introduisent dans le bureau de Heimerdinger, mais sont interrompus par Mel. Jace la supplie de les laisser faire, et elle leur accorde une nuit pour l'impressionner, avant d'aller distraire le garde. Vi retrouve
les orphelins et leur raconte ce qu'il s'est passé chez Benzo. Milo et Clagger vont l'aider, mais elle ne veut pas mettre Powder en danger, écoutant ce qu'a dit Vander au sujet de protéger la famille. Pour Vi, elle choisit juste de garder Powder hors de danger, mais pour Powder, c'est un rejet. Alors qu'avant, Vi l'encourageait toujours à repousser ses limites, disant qu'elle croit en elle, soudain elle lui dit qu'elle ne peut pas les accompagner pour sauver Vander. Avant de partir, elle lui donne un fumigène en lui disant de l'allumer et que où qu'elle soit, elle la trouverait. J'aime beaucoup cette scène parce que je trouve qu'elle utilise très bien l'ironie dramatique. Au début de la saison, Vi est impulsive, imprudente et sans peur. Au cours de ces épisodes, elle apprend une leçon importante de Vander et l'applique. Le moment où elle dit à Powder de rester, c'est le sommet de son arc de développement positif. Elle fait objectivement le bon choix, corrigeant son comportement précédent où elle mettait sa petite sœur en danger. Le problème, c'est que Powder, elle, n'a pas du tout suivi ce développement. De son point de vue, sa grande sœur passe de quelqu'un qui l'encourage et la pousse à dépasser ses limites à quelqu'un qui lui demande de rester cachée. Sous-entendu qu'elle n'est pas capable d'aider. Pour elle, c'est une trahison. Quand le danger devient trop réel, sa sœur lui dit qu'elle n'est pas capable de les suivre, validant les doutes qu'elle avait sur elle-même et que Milo n'arrêtait pas de lui répéter. Le bon choix de Vi est une horrible trahison pour Powder, dont la confiance en elle se brise à ce moment-là. Au final, Vi a grandi et appris de ses erreurs passées, mais elle va quand même payer le prix des erreurs qu'elle a déjà faites. C'est terrible, et c'est terriblement malin. De leur côté, Jace et Victor font de la science dans le bureau de Heimerdinger. Jace n'est pas confiant, mais Victor pousse l'expérience. On a une dynamique établie entre les deux. Jace est prudent et Victor téméraire. La lumière attire cependant l'attention des gardes. Powder s'énerve donc après ce qu'elle a ressenti comme un rejet profond. Elle renverse les cristaux et se souvient alors de leur potentiel explosif. Elle vient de trouver un moyen de prouver à Vi qu'elle est capable de les aider. Les trois autres arrivent à la conserverie et s'infiltrent très facilement. L'expérience est un succès, mais le cristal s'emballe. Il coupe la machine, impressionné. Les orphelins retrouvent Vander, Vi comprend qu'ils sont entrés beaucoup trop facilement et que c'était un piège. Silco arrive alors en faisant un slow clap cliché de méchant cliché. Puis il appelle ses hommes. Vi enfile alors les gants mécaniques de Vander et Powder arrive. Vi affronte les hommes de Silco tandis que Milo essaye de libérer Vander et que Clagger cherche une issue. Powder, elle, escalade la façade. Un verrou saute, Clagger trouve un moyen de sortir, Vi commence à s'essouffler et Silco donne une dose de shimmer à Deckard. Le monstre est de sortie. Vi ne fait pas le poids, Powder sort sa grenade jouet, Milo attaque le dernier verrou, Vander supplie Silco qui ne veut rien entendre, Heimerdinger arrive alors à son bureau, les gardes essayent de défoncer la porte. Jace se souvient des mouvements du mage, manipule le cristal avec sa machine, et quand Heimerdinger entre, il trouve Jace et Victor qui flottent autour d'un noyau magique. Mais elle intervient en leur faveur et annonce l'ère de la magie avant que Jace ne la corrige, c'est l'ère de la Hextech. Powder met un des cristaux dans sa grenade, Clagger défonce le mur, Deckard est sur le point de défoncer la porte derrière laquelle se cache Vi, il voit alors la grenade singe, elle semble ne pas fonctionner, Milo libère Vander et le cristal explose. Powder est propulsé en arrière, Sevika sauve Silco et perd son bras au passage. Une réaction en chaîne tue Milo et Clagger. Powder tombe, heureuse que son idée ait fonctionné. Marcus voit l'explosion au loin. La mise en scène répète l'explosion en boucle pour nous montrer toutes ces différentes conséquences qui auront un impact sur le reste de l'histoire. Tous les changements qui auront lieu suite à ce déferlement de violence crasse. Une explosion qui est d'autant plus forte qu'elle était inutile. Et c'est encore une démonstration majeure d'ironie dramatique. Si Powder n'était pas intervenu, tout se serait bien passé. On voit les personnages qui sont sur le point de s'en sortir, mais Powder ne le sait pas. D'ailleurs, l'explosion n'a que des conséquences négatives. Elle n'a pas touché Deckard ni Silco. Vander est donc sans défense face aux ennemis avec Vi comme seul rescapé. Il se libère des débris et se bat une dernière fois pour protéger sa fille qui ne peut que regarder, impuissante, et découvrir ses amis morts et les restes de la grenade de Powder. Elle fond en larmes. Vander affronte Deckard mais est tué en traître par Silco. Il l'étrangle dans un miroir de leur passé mais ne peut se résoudre à finir ce qu'il a commencé. Il tombe dans la chimère. Mourant, il entend Silco ordonner à Deckard de trouver la fille et attrape une fiole. Vander se transforme en monstre pour sauver Vi. Il doit choisir entre tuer Silco ou sauver sa fille des flammes et n'hésite pas une seconde. Il meurt et dans ses derniers mots demande à Vi de s'occuper de Powder. Vi hurle de désespoir, puis Powder arrive, ravie que sa bombe singe ait enfin fonctionné, puis elle comprend ce qu'elle a fait. Dans sa colère, Vi la frappe. Elle voit le sang sur ses mains, puis s'en va, laissant Powder seule. Silco tombe alors sur elle, saisit son poignard. Vi les voit, mais avant qu'elle ne puisse intervenir, elle est endormie par Marcus. Silco demande à Powder où est sa sœur et cette dernière se jette sur lui et lui dit qu'elle l'a abandonnée et qu'elle n'est plus sa sœur. Silco se reconnaît en elle, voyant la même trahison qu'il a vécue avec son frère Vander, et la serre contre lui. Il lui dit « On leur montrera ». Encore une phrase qui prendra de l'importance. Et on voit la colère dans les yeux injectés de sang de Jinx. Comment vous dire que quand j'ai vu cet épisode pour la première fois, j'étais sur le cul. Non pas que les événements étaient imprévisibles, ils avaient été largement téléphonés, mais je m'attendais pas à ce que la série ose y aller à fond comme ça.
Tuer Milo Eklager déjà. La mort d'enfants dans la fiction grand public, c'est un tabou rarement dépassé. Mais que tout ça soit la faute non pas du grand méchant ou de la grande sœur responsable, mais du personnage le plus jeune et innocent, que ce soit montré de façon si brute et crue sans pincette, que ce personnage soit mis face à son erreur avec pour seule possibilité d'être brisé par la réalisation terrible des conséquences de ses actes. Peu d'histoires ont les coronesses de faire ça. Et c'est vraiment cet épisode qui m'a fait complètement accrocher à Arcane. On est sur une des fins de premier acte les plus marquantes qui soit. Et j'adore la façon dont ça renforce le contexte social tendu. À la fin du premier acte, les personnages de Piltover ont découvert une nouvelle technologie. Tout est bien qui finit bien. Et les personnages de Zone ont vécu des traumatismes terribles, la moitié du cast est mort, la révolution est enterrée, y a plus aucun espoir. Bref, tout le setup est parfait pour continuer l'histoire et faire monter la tension dramatique jusqu'à son point d'orgue. L'introduction, c'est toujours casse-gueule dans les genres de l'imaginaire, parce qu'il faut faire rentrer le public dans un nouvel univers. Faut établir les règles, le contexte, le lieu, l'époque, en plus de devoir faire ce qui est nécessaire à tout récit, c'est-à-dire présenter les personnages et développer l'intrigue. Le premier acte d'Arcane illustre une philosophie créative qui, pour moi, est la source de son succès. Less is more. Moins, c'est plus. Cette philosophie, on la retrouve dans la forme, avec beaucoup de plans qui ont des décors en 2D plutôt qu'en 3D par souci d'efficacité et de budget. Mais aussi dans le scénario, on nous présente ce dont on a besoin et on nous fait confiance pour relier les points. Depuis le début je parle de Zone, mais dans la série, le nom est mentionné une fois quand Silco parle de son projet de la nation indépendante de Zone. On s'en fout de savoir comment la ville pourrie de l'autre côté du pont s'appelle. On a juste besoin de savoir que c'est une ville pourrie où règne le crime et la misère. On n'a pas besoin de savoir pourquoi Vander a essayé de noyer Silco pour comprendre que ses personnages étaient autrefois proches et qu'ils sont désormais ennemis. On n'a pas besoin de comprendre les propriétés magiques des cristaux, d'où ils viennent et comment ils peuvent être utilisés. On sait qu'ils explosent quand on les tape. Tout ce qu'on a besoin de savoir, c'est ce que ressentent les personnages et le contexte dans lequel ils évoluent, parce que c'est ça qui guide leurs décisions. Et ça fait un récit très compact où les événements s'enchaînent vite. Aucun personnage n'est un avatar du public, un poisson hors de l'eau à qui il faut tout apprendre et tout expliquer. On découvre le contexte dans son jus, on voit les personnages évoluer dedans, et à aucun moment on nous prend la main parce que, en soi, il y a rien de compliqué. C'est une histoire terriblement simple qui utilise beaucoup de raccourcis et d'archétypes pour gagner du temps. Vi et Powder sont sœurs, ça nous dit déjà énormément de choses sur leur lien. Tout comme le lien avec Vander, leur figure paternelle. Silco est le méchant, Jace est un scientifique. Ça n'empêchera pas plus tard de creuser sous la surface de ces archétypes et de découvrir une complexité chez ces personnages, surtout face aux événements du récit qui vont les pousser hors de leur zone de confort. Mais au début, leur statut archétypal permet d'embrayer plus vite sur l'intrigue et cette dernière sera essentielle dans leur développement. C'est un pari risqué de commencer un récit par un prologue de 3 épisodes. Un tiers de la série se passe dans la jeunesse des protagonistes, ce qui veut dire qu'il faudra recontextualiser l'univers, les personnages et les événements dans le deuxième acte. Mais la série peut se le permettre parce qu'elle est très efficace pour couvrir beaucoup de terrain en très peu de temps. Et comme on passe peu de temps à établir les choses, on voit directement les personnages en action, en train de prendre des décisions, de surmonter des obstacles, et c'est bien plus efficace pour apprendre à les connaître que des dialogues d'exposition à base de « Je sais que tu es ma sœur, mais ton comportement rebelle nous cause du tort ». Et au lieu de consacrer toute une introduction à planter des éléments pour la suite, ce premier acte a sa propre intrigue avec un début, un milieu et une fin. La saison fonctionne en fractal avec 3 actes de 3 épisodes, chaque épisode représentant un acte au cœur de l'acte. Ça fait beaucoup d'actes. Donc on suit vraiment une histoire qui certes plante des éléments pour la suite, mais est en elle-même captivante. Et tout ça sans parler des visuels magnifiques, de la réal, des performances. Parce que oui, écrire une histoire efficace, c'est pas suffisant. La façon dont Arcane raconte cette histoire, l'animation, la musique, tout ça joue en faveur de la série. Elle est bien écrite, mais elle est pas juste bien écrite. C'est pour ça que je l'aime autant. À la base, je voulais analyser toute la saison en une seule vidéo, mais je me suis rendu compte que ça allait être compliqué avec mon calendrier de sortie. Monter 1h30 de vidéo en une semaine, c'est dur. Donc je me suis dit que comme la série est diffusée acte par acte, eh ben je vais faire pareil avec ma vidéo. Vous inquiétez pas, tout est écrit, tourné, dérushé, donc les parties vont s'enchaîner assez vite, je vais en sortir une par semaine. Aujourd'hui, on s'arrête donc ici sur la fin de l'acte 1. Et si tout va bien, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'acte 2. Préparez-vous à avoir toutes les émotions. Et je pense qu'une fois que tout sera sorti, je ferai un montage complet avec les 3 actes en une seule vidéo. C'est ce que font les youtubeurs maintenant. Je suis forcé de suivre le mouvement. Bref, j'espère que cette première partie vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou en laissant un petit like, et abonnez-vous pour ne pas rater la partie suivante. Merci encore à YouTube pour avoir financé en partie cette vidéo. J'ai un petit pin, c'est un néon, je suis si corpo. Un énorme merci à Morgan Lovenko, Pouillou, Arnaud, Billy, Radiem, Laetitia Fem, Tom, Iwan R, le maître de Lipra, Nadir, Rockmer, Samy Langignon, Elayan, Manuel, Aigolus, Emma Ben Naïm, Arthur Burger, Zakaz, Encre de Sel, Salariel M, Orionas, Jalvorondil, Super Jésus 2, Azerxim, Ascetix, Leoff, Jogi en Jogging, Alikos, John M, Aristide Lagoupi, Sanosferatu, Oscar K, Jérôme Baphomet, Lust de Los, Joe Melectric et Solange Lafaille. Bref, je vous dis à la semaine prochaine, Tropper, out.